Je vous remercie d'être venu à cette conférence de Jean-Pierre Cabestan, membre correspondant de la 5e section de l'Académie des sciences d'outre-mer, pour cette conférence sur Taïwan, une démocratie face à la Chine. C'est en fait le titre d'un livre que vient de produire Jean-Pierre Cabestan, et cela sera accompagné, à la suite de la conférence, d'une séance de dédicace du livre. Je vous indique un détail pratique, c'est que si vous voulez acquérir le livre, il faut que vous le payiez en liquide, 21 €. Voilà. Je voudrais insister aussi sur le fait que Jean-Pierre Cabestan est régulièrement intervenu dans notre académie pour présenter ses livres successifs. Par exemple, Deng Xiaoping, récemment, un livre qui a eu un très bon succès de librairie. Et puis maintenant, donc, Taïwan, une démocratie face à la Chine. Nous allons avoir une conférence d'environ 35-40 minutes. Nous engagerons ensuite un débat et nous terminerons pour la séance de dédicace. Merci de votre attention. Merci. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, de vos aimables introductions. Donc je suis ici pour vous présenter en fait mon dernier livre. Alors, est-ce que je peux... attendez, alors, il est là, oh là là. Voilà, c'est la couverture du livre qui s'appelle donc Taïwan, une démocratie face à la Chine, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, dans une collection, vous aurez remarqué, idées reçues. Donc le principe de la collection, c'est justement de battre en brèche les idées reçues, à la fois sur l'histoire, sur l'économie, sur la culture et sur la vie politique à Taïwan, pour essayer de trouver mieux appréhender la réalité de Taïwan aujourd'hui. Alors c'est donc un livre de synthèse, un livre plutôt grand public, mais qui s'appuie sur une connaissance de Taïwan qui est assez personnelle, vous verrez, puisque je ne suis pas complètement neutre dans l'affaire, puisque ma femme est d'origine taïwanaise, j'ai vécu à Taïwan pendant pas mal d'années, j'y retourne très régulièrement, et donc c'est une vision plutôt, je dirais, intérieure de Taïwan. Alors, cette synthèse comporte une partie historique qui revient aux sources de Taïwan. Alors, et justement, l'origine de Taïwan, c'est une île qui était habitée pendant de très très nombreuses années par des habitants qui n'étaient pas chinois, qui étaient austronésiens. Et là, c'est une carte des différentes, justement, tribus austronésiennes qui peuplaient l'île en fait, au XVIIe siècle. C'est le XVIIe siècle seulement où on voit les Chinois arriver, les migrants chinois arriver du continent. Alors, ce qui est intéressant aussi, là, je vous passe tout de suite, c'est que les Austronésiens et Taïwan, en ce sens, appartiennent à une grande famille de langues à la fois de la Polynésie, de la Micronésie, de la Mélanésie, et qui a influencé, vous voyez, c'est en fait un ensemble d'un millier de langages qui ont même influencé les langues du plateau de Madagascar. Et donc, en ce sens, Taïwan est vraiment un lieu privilégié pour les gens qui s'intéressent à l'histoire des langues qui sont des langues de cette famille austronésienne ou polynésienne. Alors, voilà. La colonisation chinoise, la colonisation humaine de Taïwan par les Chinois est assez récente, comme vous voyez, et en fait elle a été favorisée par une colonisation européenne de l'île qui s'est développée au XVIIe siècle. D'abord les Portugais au nord, puis ensuite les Espagnols au nord, puis ensuite les Néerlandais, les Hollandais au sud, mais c'est surtout la colonisation néerlandaise qui a laissé une trace importante au début du XVIIe jusqu'en 1662, et date à laquelle, en fait, un général chinois loyal
je vais passer, voilà, loyal au Ming, s'est réfugié à Taïwan avec le projet ultime de reconquérir le continent chinois et de bouter hors de Chine ces Mandchous qui avaient envahi la Chine en 1644. Alors, comme on le sait, il n'y est pas parvenu, mais il a, dans l'histoire de Taïwan, Zhang Zhangkong ou Koxinga en langue occidentale a laissé une trace importante, à telle enseigne qu'une des universités de Taïwan, l'université de Tainan, s'appelle Chonggong University. C'est le premier en fait responsable, enfin politique chinois qui a introduit une forme d'administration impériale sur l'île, même si elle n'a pas été de courte durée, mais donc qui a favorisé aussi une forme de civilisation de l'île. Déjà, les Néerlandais avaient fait venir une main-d'œuvre du Fujian, une main-d'œuvre chinoise pour exploiter notamment la canne à sucre, et Zhang Zhangkong a fait à peu près la même chose, jusqu'au moment où évidemment son régime a été il a trouvé sa fin lors de la conquête en fait de l'île de Taïwan par la dynastie Mandchoue, qui trouvait que en fait Zhang Zhangkong était constitue un défi, une espèce de source de révolte à l'encontre de la dynastie des Mandchous. Donc l'amiral Chelang, qui était l'amiral important dans la flotte des Qing, a décidé de prendre le contrôle de l'île de Taïwan. Mais alors ce qu'on observe, c'est quand si vous voyez la carte de 1685, donc 2 ou 3 ans après la prise de contrôle de Taïwan par les Qing, en fait, ils ne contrôlaient que le sud de l'île. Et au sud, et tout au long de la période mandchoue, en fait, les migrations ont été organisées, plus ou moins contrôlées par le gouvernement chinois, mandchou, mais comme vous voyez, c'est surtout sur la plaine occidentale de Taïwan que les migrants en provenance principalement du Fujian, mais aussi de l'est du Guangdong, des Hakka, des Kotia, se sont installés. Donc, ce qui veut qu'en 1894, à la fin de la période mandchoue, comme vous voyez, seulement la moitié de l'île était occupée, puisque l'autre partie était à la fois montagneuse et inhospitalière, et occupée par justement des populations austronésiennes qui résistaient à cette prise de contrôle chinoise. Et les administrateurs chinois ne cherchaient pas à en fait prendre le contrôle de cette partie de l'île. En fait, ce sont les Japonais qui ont pris, après 1895, après donc la guerre sino-japonaise de 94-95, qui ont vraiment pris le contrôle de l'ensemble de l'île, ont commencé à aussi administrer la partie orientale de l'île que vous trouvez ici, de la côte orientale de l'île, et aussi les montagnes. Mais avant, il y a quand même une prise de conscience des Chinois qui est assez intéressante à observer, de l'importance de Taïwan dans les relations internationales, dans les relations entre la Chine et ses voisins, et surtout dans son importance dans les lignes de navigation en Extrême-Orient, entre notamment Macao, Hong Kong et le Japon. Et donc il y a eu beaucoup d'ambitions qui se sont manifestées, ambitions impériales, à la fois des Anglais, mais des Japonais, et finalement ce sont les Japonais qui l'ont emporté en 1895 à la suite de la première guerre sino-japonaise et du traité de Shimonoseki. Mais 10 ans avant, en fait, Li Hongzhang avait déjà, le premier chinois, avait déjà pris conscience de l'importance de l'île, et il avait élevé l'île de Taïwan en province à part entière, détachée du Fujian, et avait nommé quelqu'un qui est assez important dans l'histoire de Taïwan, qui s'appelle Li Mingchuan, qui a modernisé l'île et a fait un effort d'intégration de l'île dans l'Empire mandchou, qui était une île qui était auparavant quand même pendant très longtemps une zone frontière plutôt qu'une part entière de l'Empire mandchou. Alors, la période japonaise, je vais le passer assez rapidement, mais ça n'a pas été une période très facile. Comme vous voyez dans les idées reçues de l'ouvrage, rétrospectivement, c'était une période qui est considérée comme favorable à la modernisation de Taïwan, qui a joué un rôle important dans sa modernisation à la fois agricole mais aussi industrielle, dans l'élévation du niveau d'éducation. Mais en fait, la première prise de contrôle par le général
Kabayama était extrêmement cruel en fait. Et c'est seulement à partir des années 10 et 20, à la faveur de la période Taisho au Japon, que des administrateurs civils commencent à être nommés à Taïwan, et que des personnalités comme Goto Shinpei jouent un rôle important dans l'éradication, par exemple, de l'utilisation de l'opium, l'amélioration du système sanitaire, etc. Le premier gouverneur civil, c'est celui-là. Bon, il est civil, il a un uniforme qui paraît très militaire en fait, mais qui s'appelait Den Kenjiro, et lui aussi a joué un rôle important dans cette modernisation. Alors, je passe assez rapidement, mais ce que je voudrais évoquer quand même, c'est quelque chose qui est assez intéressant sur le plan historique, c'est que à la période japonaise, les Taïwanais prennent conscience de leur situation politique et cherchent à affirmer à la fois leur autonomie culturelle, mais aussi leur autonomie politique à travers cette association qui est dirigée par exemple de responsables des membres de l'élite locale, notamment Li Xiantong et Chiang Wei-shui, et qui se transforme progressivement en parti politique qui aura une existence assez éphémère, mais comme vous voyez, le premier drapeau de ce parti était un drapeau qui rappelle celui du communisme. Le deuxième est un drapeau qui évoque, avec les 3 étoiles, les 3 principes du peuple de Sun Yat-sen. Donc il y a une relation étroite, en fait, entre ce nouveau parti qui émerge pendant quelques années, à la fin des années 20, début des années 30 à Taïwan, et ce qui se passe au même moment sur le continent, même si ce sont 2 entités très différentes. Alors évidemment, le retour à Taïwan, de Taïwan à la Chine en 1945 est célébré comme un retour glorieux en Chine. Dans la réalité, les choses ne se passent pas aussi bien que ça, puisque dès 1947, vous avez des émeutes anti-continentales qui se développent à Taïwan. C'est l'incident du 28 février 1947, qui est la première éruption d'une volonté autonomiste, pas vraiment indépendantiste en fait, autonomiste et démocratique des Taïwanais. Et parmi les acteurs de la négociation qui suit cet incident du 28 février, vous avez justement cette personnalité qui s'appelle Li Xiantong qui revient devant de la scène. Mais pas pour longtemps, puisque il y a autre traumatisme. C'est Chiang Kai-shek arrive avec ses armes et bagages à Taïwan à la suite de sa défaite face à Mao Tse-tung sur le continent, et en fait fait de Taïwan et de Taipei la capitale provisoire de la République de Chine. Donc lui maintient son régime qui s'appelle la République de Chine et le cantonne à Taïwan, le limite à Taïwan, tout en revendiquant la légalité, la légitimité de son régime et sa souveraineté sur l'ensemble du continent chinois. Donc son objectif, comme on le sait, c'est de reconquérir le continent et de pouvoir réinstaller son régime à Nankin comme avant 1940. Évidemment, c'est un rêve qui va vite échouer, qui va mettre du temps à abandonner en fait, puisqu'il va attendre la fin des années 60 pour que vraiment il abandonne ce rêve. Et donc c'est seulement après sa mort qu'en 1975 que son fils, Chiang Ting-kuo, commence à envisager à la fois une sédentarisation du régime politique du Kuomintang à Taïwan, et puis à terme une démocratisation de l'île. Et en fait, s'il y a une personnalité qui a engagé cette phase de démocratisation, c'est bien Chiang Ting-kuo, avant d'ailleurs Li Tenghui qui est son successeur. Attendez, je passe là-dessus. Voilà, Li Tenghui est son successeur, qui prend la suite, donc qui devient président par intérim après la mort de Chiang Kai-shek en 1988. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que c'est Chiang Kai-shek lui-même qui a nommé Li Tenghui comme vice-président et donc comme son successeur potentiel, sachant très bien qu'il fallait, pour pouvoir sédentariser son régime politique, promouvoir un Taïwanais souche et non pas un continental, parce que jusqu'à maintenant, justement, les continentaux avaient trop fortement dominé la scène politique taïwanaise. Et ça, c'est vraiment le début de cette démocratisation de Taïwan qui donc commence au milieu des années 80 avec Chiang Kai-shek, qui s'achève avec les réformes constitutionnelles qui ont permis en fait une démocratisation du régime au début des années 90 sous Li Tenghui. Alors, je vais passer depuis sur les évolutions
successives. Ce qui est important de noter, puisqu'il y a eu donc une 8 années de présidence de Chen Shui-bian à Taïwan entre 2000 et 2008, et après une 8 années de présidence de Ma Ying-jeou, qui donc est dans un débat télévisé avec son opposant en 2008. Donc ce qui est intéressant sur le plan de la démocratisation de Taïwan, la consolidation de la démocratie, vous avez une alternance double qui s'est produite à Taïwan entre 2000 et aujourd'hui, avec depuis 2000, je passe là-dessus, 2000, attendez, je passe 2000, voilà, attendez, j'ai trop de... Voilà. Depuis 2016, le retour du DPP au pouvoir, le parti d'opposition, et l'élection de Mme Tsai Ing-wen en 2016, puis celle de son successeur, Lai Ching-te, en 2024. Alors, donc vous avez à Taïwan deux grands partis politiques, voilà, qui sont d'un côté le Kuomintang, de l'autre côté le DPP, le Parti démocrate progressiste, et il n'y a pas beaucoup de place pour un troisième parti. Pourtant, un troisième parti a émergé en 2024, qui essayait justement de trouver une voie médiane entre un parti, je dirais pas favorable à l'unification, mais favorable à une relation plus étroite avec la Chine populaire, ou plus détendue avec la Chine populaire, et un parti qui, à l'origine, est un parti avec un projet indépendantiste. Cela étant, on verra tout à l'heure, ce qui oppose le Kuomintang au DPP, c'est en fait ce que la nature de la République de Chine, ce qu'on appelle la République de Chine, donc le régime qui a survécu depuis 1949 à Taïwan. Pour le Kuomintang, ils sont restés attachés à une vision très officielle de la République de Chine, très légaliste de la République de Chine, selon laquelle la République de Chine, c'est l'ensemble de la Chine. Donc il n'y a qu'une seule Chine, si vous voulez. Et c'est le terrain d'entente que le Kuomintang a trouvé avec le Parti communiste au début des années 90, quand les deux, Taipei et Pékin, ont commencé à échanger, établir une forme de relation officieuse, en fait, parce que ce sont deux régimes qui ne se reconnaissent pas. En revanche, et c'est ça la difficulté, c'est que le Parti démocrate progressiste, à partir de la fin des années 90, s'est finalement rallié à la République de Chine, mais en donnant une autre définition de la République de Chine, selon laquelle la République de Chine, c'est Taïwan. Taïwan, c'est la République de Chine. Donc le continent, c'est un autre régime, c'est la République populaire de Chine. En d'autres termes, pour le DPP, il y a deux Chines, en fait, deux États chinois, la République populaire de Chine et la République de Chine. Évidemment, c'est une idée que le Pékin ne peut pas accepter, c'est pour ça que Pékin a toujours refusé d'avoir des relations directes avec le régime, enfin avec le gouvernement du Parti démocrate progressiste. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, à l'époque de Chen Shui-bian, entre 2000 et 2008, puis depuis 2016, les contacts entre Taipei et Pékin sont inexistants. Et donc ça laisse une place au Kuomintang pour, j'y reviendrai tout à l'heure avec la visite récente de la présidente de Kuomintang à Pékin, pour justement tirer parti de cette absence de relation pour tisser des liens plus privilégiés avec Pékin et essayer par là même de renforcer sa position politique et électorale sur l'île de Taïwan. Ce qui n'est pas une chose tout à fait évidente, puisque les Taïwanais sont aussi attachés de plus en plus attachés à leur identité et à une construction nationale qui en fait s'est imposée depuis 1949, qui est la réalité étatique de la République de Chine à Taïwan, donc depuis maintenant plus de 77 ans. Alors je vais dire juste un mot de ce parti qui a eu un certain succès aux élections de 2024, qui est dirigé par l'ancien maire de Taipei qui s'appelle Cohen, et qui essayait justement de tracer une troisième voie entre les deux partis les plus importants à Taïwan, mais deux partis qui ont beaucoup de détracteurs, et les jeunes notamment trouvent qu'il faudrait peut-être mettre fin à cette polarisation, à cette opposition trop forte entre ces deux partis et trouver une voie médiane. Cela étant, cette voie médiane, je ne pense pas que ce parti démocrate, ce parti populaire de Taïwan l'ait trouvé. D'abord parce que depuis 2024, donc avec le parti de Kuomintang, le parti de Taïwan, populaire de Taïwan, occupe la majorité des sièges au Parlement, ce qui place le président taïwanais actuel, William Lai, dans une position quand même plus fragile que son prédécesseur, Mme Tsai, qui jouissait d'une majorité absolue au Parlement.
Ce parti populaire ne joue pas ce rôle de bascule qu'on aurait pu attendre de lui entre deux partis qui dominent encore le Parlement, le DPP avec 51 sièges et le Comintern avec 52 sièges. En fait, il ne joue pas ce rôle de bascule et depuis 2024, pratiquement 1 an et demi maintenant, le Parti populaire a toujours voté avec du même côté que le Comintern. Et ça, évidemment, ça contribue à gripper le système politique, et peut-être qu'on y reviendrait, pour évoquer des blocages qui sont, à mon avis, détriment, qui portent ombrage à cette consolidation du régime démocratique qu'on pouvait espérer. Alors, cela étant, je n'ai pas le temps de développer un autre aspect de cet ouvrage qui essaye de faire le point sur ce qu'on appelait longtemps le miracle économique taïwanais. Je dirais juste deux petites choses. En fait, là vous avez une photo que vous reconnaissez TSMC, qui est vraiment le phare de l'industrie taïwanaise, notamment des semi-conducteurs. Mais en fait, l'économie taïwanaise est une économie qui s'est énormément développée, mais qui connaît aussi un certain nombre de fragilités. C'est-à-dire que autant le secteur de l'informatique des semi-conducteurs est un secteur qui marche vraiment de manière extrêmement positive, autant le reste de l'économie connaît un ralentissement et une perte de concurrence qui pourrait aussi handicaper Taïwan dans un avenir à plus long terme. Mais donc évidemment, il y a un autre aspect de cette industrie des semi-conducteurs, c'est évidemment les pressions américaines pour que TSMC investisse plus largement aux États-Unis et à la fois renforce la base industrielle américaine, mais aussi sécurise les approvisionnements aux États-Unis et ailleurs en semi-conducteurs, surtout si les choses se gâtent à Taïwan dans un avenir indéterminé. Un autre aspect qui est assez positif aussi, mais ça c'est lié justement à la sécurité de Taïwan, de l'industrie de Taïwan, c'est l'industrie d'armement taïwanaise. Taïwan dépend encore largement, comme vous le savez, des fournitures d'armement américains, mais à sa propre industrie, nous avons pour ce qui concerne les missiles, et de plus en plus pour les drones également. Et ça, les drones, comme vous le savez, c'est devenu l'arme des guerres d'aujourd'hui et de demain, et donc Taïwan investit beaucoup dans ce domaine également. Alors, comme je l'indiquais, ce livre est aussi un livre donc, qui fait le tour de Taïwan, de ses différentes facettes. Et il y a toute une section concernant la culture, le patrimoine. Alors, j'ai pas de photo, tout le monde connaît le musée national du Palais, où les trésors impériaux de la Chine ont été rapatriés après 1949 par Chiang Kai-shek à Taïwan, et ce palais a ouvert ses portes dans les années 60 et aujourd'hui continue d'être un lieu vraiment important de manifestation de la culture chinoise. Donc vous savez, chaque année, énormément de visiteurs. Mais il y a deux autres aspects qui, à mon avis, contribuent à la mise au renforcement de ce qu'on appelle la puissance 12 de Taïwan et l'identification de Taïwan sur la carte. À la fois, c'est la littérature taïwanaise et plus encore peut-être le cinéma taïwanais. Alors, j'ai donné deux exemples de littérature taïwanaise qui sont assez des classiques. Un qui est vraiment écrit par un continental, qui a écrit ce livre qui s'appelle Jean de Taipei sur le modèle de Jean Dublin de James Joyce, pour justement narrer les vicissitudes et les frustrations de ces continentaux qui arrivent à Taïwan dans les années 50 et 60. C'est un livre, un classique assez très intéressant, très représentatif de cette communauté de continentaux arrivés à Taïwan dans les années 50. En revanche, Liang, alors il y a deux versions est un livre vraiment des années 70 de la littérature taïwanaise locale des années 70 et qui a été un moment important qui est donc Liang, une auteure très très célèbre à Taïwan et donc son livre a été traduit dans de nombreuses langues, y compris en français, avec deux versions que j'indique ici. Donc c'était aussi un autre aspect de la littérature taïwanaise qui est devenu célèbre au cours des années 70-80. Alors pour ce qui concerne le cinéma, on a l'embarras du choix, mais il y a deux classes. Enfin là je présente sur cette slide deux exemples, un classique et puis un film très récent qu'on peut encore parler aujourd'hui.
le classique, c'est évidemment Cité des douleurs, un film de Rossi Haussienne qui montre pour la première fois, c'était dans les années 80, justement, qui relate la période de la terreur blanche, les difficultés pour la communauté taïwanaise locale de vivre sous le joug du Kuomintang. C'est un livre, c'est un film que le premier film qui a rendu célèbre Rossi Haussienne. Depuis, il a produit énormément, dont le Bonsoir de marionnettes et plein d'autres films que vous connaissez sans doute. La femme gauchère, maintenant qu'on connaît sous le nom de Left Hand Girl, y compris en France, aussi, c'est un film très récent, mais qui montre bien que la société taïwanaise n'est pas une société complètement, je dirais, parfaite, sans inégalité. Au contraire, ça montre bien les inégalités sociales et les disparités économiques sur l'île. Donc c'est un film qui a eu beaucoup de succès également à l'étranger. Alors voilà un peu pour la partie. Alors deux autres films, je peux en dire juste un mot. Le Wedding Banquet, qui est connu en France sous le nom de Garçon d'honneur, je crois, qui est un film très célèbre sur l'homosexualité et qui a fait par Liang, qui est un sino-taïwano-américain qui a fait de nombreux films et tous très très réussis. Et puis le dernier, dont je voudrais dire juste un mot, c'est Cap numéro 5, celle qui a eu aussi beaucoup de succès, qui est un film à la fois assez comique, mais aussi très très émouvant sur Taïwan, son passé japonais et son présent taïwanais. Alors revenons-en à la vie politique et surtout ses implications internationales, parce qu'on n'a pas énormément de temps, donc je voudrais quand même dire un mot de cette polarisation, et qui est un problème pour Taïwan, polarisation qui est donc pas sur un axe droite-gauche, mais sur un axe, si vous voulez, et ça c'est quand même très particulier à Taïwan, et c'est une des grandes différences avec les autres démocraties d'Asie orientale, je pense à la Corée du Sud ou au Japon, c'est que c'est un axe unification, indépendance. Tout en sachant, et c'est ça la grande ambiguïté de Taïwan, c'est tout en sachant que l'unification n'est pas désirée par la grande majorité des Taïwanais et que l'indépendance est impossible pour des raisons que je vais développer à l'autre extrême de l'échiquier. Donc, en fait, par-delà cette polarisation entre les partis politiques, donc, notamment le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste, en fait, il y a un consensus à la fois politique, je dirais, sociétal à Taïwan autour du statu quo. Statu quo, mais aussi l'affirmation d'une spécificité, d'une identité taïwanaise, qui n'est pas forcément d'ailleurs en contradiction avec une forme d'attachement à la culture chinoise. Alors, ce qui est intéressant évidemment, c'est que les deux partis principaux partis politiques à Taïwan ont des discours très différents. Comme je l'ai indiqué, donc le Parti démocrate progressiste n'a pas de relation avec Pékin. En revanche, le parti du Kuomintang, présidé donc pendant 8 ans par Ma Ying-jeou, a développé des relations avec la Chine. Et là, c'est la première poignée de main entre le dirigeant de Taïwan et le dirigeant de la Chine continentale. Depuis 1949, donc c'était une rencontre qui s'est déroulée à Singapour, donc à la fin de la présidence de Ma Ying-jeou, à la demande de Xi Jinping, donc du gouvernement chinois, et entre deux hommes d'État qui ne se reconnaissent pas. Donc ils ne se sont pas appelés président Ma ou président Xi, ils se sont appelés monsieur Ma, monsieur Xi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réalité, c'était quand même deux chefs d'État qui se serraient la main et qui ont eu des entretiens qui ont permis une forme de stabilisation de la relation sans pour autant régler le problème fondamental qui est le problème de l'unification ou même de la relation politique que ces deux entités pourraient développer entre elles. Alors, en même temps, et ça c'est intéressant de voir l'évolution du passeport taïwanais, on voit bien que Taïwan et la République de Chine, qui est si vous voulez, le nom officiel de Taïwan, évoluent de plus en plus vers une taïwanisation. Alors, pour des raisons qui sont à la fois identitaires mais aussi pratiques. Pendant très longtemps, ça c'était jusqu'en 82, jusqu'en 2003 en fait, à la fin des années 90, début des années 2000, les Taïwanais qui voyageaient à l'étranger voyageaient avec ce passeport. Passeport de la République de Chine. Alors, ils arrivaient dans un pays, c'est un document de voyage qui est accepté par tous les pays, hein.
sauf par la Chine populaire et par les Nations Unies. C'est un passeport qui n'est pas reconnu par les Nations Unies parce que les Nations Unies ne reconnaissent pas Taïwan. Mais la France, la Grande-Bretagne, tous les pays où les Taïwanais voyagent acceptent ce document de voyage. Alors évidemment, quand les Taïwanais voyageaient avec ce passeport, on a dit, mais vous venez de Pékin, vous venez de Chine, vous venez, et vous ne voyez pas que, en fait, c'était des gens qui venaient de Taïwan. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté Taïwan à partir des années 2000. Et maintenant, comme vous voyez, Taïwan est de plus en plus gros, et puis République de Chine en anglais, de plus en plus petit, juste sur le sceau du pays. En chinois, en revanche, il reste, comme vous voyez, aussi sur le passeport. Donc, une ambiguïté qui montre bien, une évolution qui montre bien l'ambiguïté de l'identité taïwanaise, de la réalité taïwanaise, qui est encore une réalité avec la coquille République de Chine, mais aussi l'ordre constitutionnel République de Chine, mais une réalité qui est de plus en plus liée à Taïwan. Alors ça, c'est un livre que j'ai présenté il y a quelques années, vous vous rappelez, sur les risques de guerre. Je l'évoque parce que je pense que sur ces questions, j'ai pas changé d'avis, dans le sens, je pense que la Chine exerce des pressions à la fois militaires mais aussi politiques sur Taïwan, mais qui restent en deçà du seuil de la guerre, ce qu'on appelle les zones grises, des opérations de zone grise, une tactique de zone grise, qui ont pour but d'atteindre le moral des Taïwanais, de leur montrer que le seul avenir pour eux, c'est une unification avec la Chine. Mais pour autant, ce n'est pas une unification qui pourra se faire aisément. Les Taïwanais ont pris conscience des risques, et ça c'est à la faveur de la guerre en Ukraine et puis des pressions de la Chine, des risques auxquels ils font face, et c'est Tsering Élysée qui justement évoque une occupation de Taïwan par l'armée populaire de libération, donc c'est un scénario catastrophe, mais qui a eu un certain écho à Taïwan, et qui montre que maintenant les Taïwanais quand même sont plus préoccupés par leur sécurité que c'était le cas auparavant. Alors là, je vais passer là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, c'est les manœuvres, alors ce sont les dernières manœuvres militaires de la Chine. Ce que je voudrais juste indiquer, c'est qu'évidemment, elles montrent une capacité d'encerclement de Taïwan, une capacité d'imposer à Taïwan une forme de blocus, mais pour l'instant, ces manœuvres militaires ont lieu évidemment dans la zone de défense aérienne de Taïwan, mais pas dans les eaux territoriales, ni dans l'espace aérien de Taïwan proprement parlé, c'est-à-dire les 24 000 autour de l'île, y compris des îles de pescadores qui sont ici. Alors, ce qu'il faut quand même... alors, attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Je voudrais vous parler d'abord des États-Unis. Non, de la visite de Madame Zhang Liwen, pardon, excusez-moi. Ah ben, c'est pas... Ah non, je me suis trompé de côté. Voilà. Attendez, voilà. Alors, ce qui est intéressant parmi les développements récents, évidemment, c'est cette visite de la nouvelle présidente du Kuomintang en Chine, qui a eu lieu en avril 2026. Donc, c'est une photo ancienne de Zhang Liwen quand elle a rejoint, il y a 20 ans, quand elle a rejoint le Kuomintang. Ce qui est intéressant avec cette personnalité qui a pris les rênes du Kuomintang donc en avril de cette année, en octobre de l'an dernier, octobre 25, c'est qu'en fait, c'est une ancienne DPP, c'est une ancienne pro-indépendantiste. Elle a changé de camp il y a une vingtaine d'années. Elle est devenue donc une militante du parti du Kuomintang et elle a accédé à la présidence du Kuomintang donc, il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui est à la fois donc, par son père continental, d'une minorité chinoise du Yunnan qui est la minorité Yi, et par sa mère taïwanaise. Donc vraiment qui a une double identité et qui tout de suite, quand elle est entrée en fonction, a dit « je suis chinoise ». Alors c'est une déclaration qui a fait beaucoup de bruit à Taïwan, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Pourquoi dit-elle ça? Évidemment, elle avait le projet de se rendre en Chine en priorité afin d'essayer de démontrer aux électeurs taïwanais que le Kuomintang pouvait développer, mettre en place, ou remettre en place, si vous voulez, une relation apaisée avec la Chine sur la base d'un consensus. Donc, je vais dire un mot, je ne sais pas si vous avez entendu parler du consensus de 1992, ce qu'on appelle en chinois le consensus de 92. Pourquoi consensus de 92? On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le consensus qui scelle le principe, ou qui endosse le principe de la Chine unique. Et en 1992, les premiers négociateurs de Pékin et Taipei se sont mis d'accord sur ce principe de la Chine unique, à la demande de Pékin évidemment, sans rentrer dans la définition de cette Chine unique. Pour Pékin, la Chine unique, évidemment, c'est la République populaire de Chine. Pour Taipei, c'est la République de Chine. Et les négociateurs de part et d'autre ont dit
Pékin a dit non, on ne rentre pas dans la définition, comme ça on est d'accord sur ce principe. Taipei a dit chacun, en fait, c'est ce que dit toujours le Kuomintang aujourd'hui, chaque parti maintient sa propre définition de la Chine unique, et donc c'est sur cette base qu'on peut discuter. Et donc ça c'est le point commun entre le Kuomintang et le Parti communiste, donc ce qui a permis, il y a déjà 20 ans en fait, en 2005, Madame Zhang Liwen a accompagné Lien Zhang, qui était le président à l'époque du Kuomintang, en Chine pour rétablir pour la première fois les relations entre le Kuomintang et le Parti communiste depuis 1949, depuis la fin des guerres civiles. Et c'est sur cette base que Madame Zhang s'est rendue en Chine en avril, donc il y a un mois, pour en fait des entretiens avec Xi Jinping et d'autres responsables chinois qui n'ont pas donné grand-chose. La seule chose qu'ils ont produite, ces entretiens ont produit, c'est de maintenir, d'affirmer ce principe de la Chine unique et de montrer aux Taïwanais que si ce principe est accepté, eh bien les relations peuvent être beaucoup plus apaisées. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle est rendue en Chine, Madame Zhang n'a pas du tout parlé d'unification. Elle s'en est bien gardée. C'est très bien que c'est une idée qui pourrait lui coûter beaucoup de voix à Taïwan. Inversement, Xi Jinping n'a pas évoqué la formule qu'on connaît, un pays de système, qui est la formule que Deng Xiaoping avait imaginée d'abord pour Taïwan d'ailleurs, et puis ensuite pour Hong Kong et Macao, et qui est appliquée à Hong Kong et Macao depuis la fin des années 90, avec le succès ou l'insuccès que l'on fait, notamment depuis 2000 à Hong Kong. Donc il se restait extrêmement prudent avec l'idée que peut-être à terme, si le Kuomintang revient au pouvoir, il pourrait rétablir une relation plus fertile et peut-être éventuellement, dans un avenir plus ou moins à moyen terme, signer un pacte ou un accord de fin d'hostilité. Mais évidemment, un accord de fin d'hostilité, c'est un acte politique. Et on voit, ça soulève tout de suite énormément de questions, notamment sur savoir qui va signer cet accord, au nom de qui, et comment deux entités qui ne se reconnaissent pas peuvent véritablement trouver un tel accord. Mais enfin, c'est une visite qui contribue à modifier aussi la donne dans le détroit, et ceci en amont, si vous voulez, de la visite de Trump en Chine il y a quelques jours. Alors, ça m'amène à cette... Attendez, je passe ça parce que je voulais vous parler de Trump. Où est-ce qu'il est, mon Trump? Voilà. Voilà. Alors, Trump a parlé de... Bon, cette visite est considérée comme un succès de part et d'autre, comme vous le savez, notamment par la Chine, mais aussi par l'administration de Trump. Là, j'ai choisi cette photo parce que c'est quand même la photo la plus intéressante, c'est la visite par Trump de Zhongnanhai, le siège du gouvernement chinois, où en général on rentre assez rarement. Et ils ont parlé énormément de sujets, mais ils ont évoqué évidemment à la demande de Xi Jinping dès le départ la question de Taïwan. Et Xi Jinping a exercé une pression très forte sur l'administration Trump et sur son interlocuteur, donc le président Trump, pour avancer sur cette question, notamment sur les questions des ventes d'armes à Taïwan, mais aussi sur l'opposition ou l'éventuelle opposition de Trump à l'indépendance de Taïwan. Alors, ce qui est certain, c'est que Trump, alors pas tellement dans les entretiens, parce qu'on n'a pas eu d'écho direct des entretiens avec Xi Jinping, mais dans les déclarations qu'il a faites à la fois après ces entretiens, à la fois à Fox News et dans Air Force One, dans l'avion qu'il a ramené aux États-Unis, il a dit un certain nombre de choses qui ont fait évoluer, d'une certaine manière, la politique américaine à l'égard de Taïwan, sans pour autant bouger énormément les lignes, mais enfin il y a quand même des évolutions qui ont été considérées par notamment le gouvernement taïwanais comme préoccupantes. La première, la principale, il y a deux évolutions qui sont à noter. La première, évidemment, il n'a pas dit qu'il s'opposait à l'indépendance. Le gouvernement de Taïwan, le gouvernement américain a toujours dit qu'il n'encourageait pas, c'est la version officielle jusqu'à une période récente, n'encourageait pas l'indépendance de Taïwan. Et les Chinois souhaiteraient qu'il s'oppose directement à l'indépendance de Taïwan. Mais ces propos, comme vous voyez, qui sont quand même assez forts, montrent bien que cette opposition,
son non-soutien à l'indépendance de Taïwan est devenu quand même beaucoup plus net. Et surtout en opposant, en mettant un peu dans le même panier, si je puis dire, les Chinois et les Taïwanais, en leur demandant de part et d'autre de faire baisser la tension. Et négligeant le fait que c'est la Chine qui menace Taïwan et que Taïwan ne menace pas la Chine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez une évolution importante par rapport à la position précédente, la position traditionnelle du parti de l'administration américaine. La deuxième, elle concerne alors quelque chose qui est assez peu connu, qui s'appelle les 6 assurances, qui inclut une assurance comme quoi Washington ne consulterait pas Pékin pour décider des ventes d'armes américaines à Taïwan. Et il semblerait, depuis, justement, Trump l'a dit à plusieurs reprises, qu'il a commencé à consulter, à parler des ventes d'armes directement à Xi Jinping et à consulter Xi Jinping sur ces ventes d'armes. Et alors qu'on lui a demandé, dans justement l'avion de retour aux États-Unis, s'il continuait de respecter, enfin de rester attaché aux 6 assurances qui avaient été données à Taïwan en 1982, donc ça fait plus de 40 ans effectivement. Il dit, c'est une vieille affaire et maintenant en fait peut-être que c'est plus aussi important que ça l'était à l'époque. Et donc ça veut dire qu'il est prêt à négocier, et c'est là son côté aussi très transactionnel, négocier avec Pékin le montant et la nature des ventes d'armes américaines à Taïwan. Et là pour Taïwan évidemment c'est une limite supplémentaire qui est assez préoccupante. Alors, maintenant, alors, il y a un autre, oui, je vais revenir en arrière pour vous, pardon, oh là là, il y avait un autre facteur que je voulais évoquer, parce que ça c'est aussi un facteur d'évolution qu'il ne faut pas négliger, c'est le rôle du Japon dans l'équation. Et j'avais justement, attendez, excusez-moi, c'est un peu en arrière, mais je voulais vous montrer la carte, ça c'est, attendez, non. Vite. Où est-ce que je l'ai ? Voilà, Mme Takaichi. Mais je vais commencer par la carte parce que ça c'est ce qui est le plus parlant et qui explique pourquoi Mme Takaichi, il y a quelques mois, a dit ce qu'elle a, dans une réponse à une question d'un opposant à la diète, a considéré qu'une menace contre Taïwan considérait une menace existentielle, une guerre autour de Taïwan constituerait une menace existentielle pour le Japon. Alors évidemment, c'est un peu la géographie qui parle ici, puisque comme vous voyez, les îles les plus occidentales de l'archipel des Ryukyu se trouvent Okinawa, où il y a des bases américaines, notamment ce qu'on appelle les Nansei, ces îles Yaeyama, il y a 3 îles, une Aguni, Ishigaki, puis une 3e petite île qui s'appelle Orimomote, se trouve à proximité de Taïwan. Il y a seulement 110 km entre Yonaguni et la côte orientale de Taïwan. Donc c'est certain que s'il y a une crise militaire ou un engagement militaire autour de Taïwan, ça ne pourra qu'affecter la sécurité de ces îles. Donc il est évident qu'une guerre autour de Taïwan affectera directement la sécurité du Japon. Mais est-ce que ça affectera sa survie, son existence même? Je ne pense pas. Et c'est là où elle est allée peut-être un peu trop loin, ce qui a provoqué évidemment une réaction, je faisais la citation ici, une réaction très, très vive des Chinois, et les relations sino-japonaises aujourd'hui sont dans un état assez mauvais. Mais je pense que Takaichi n'est pas revenu sur ce qu'elle a dit, et là, en ce sens, c'est là où toute la tension, ou si vous voulez, la contradiction dans laquelle se trouve l'administration Trump, parce que d'un côté, l'administration Trump souhaite que le Japon, mais aussi Taïwan, renforce ses capacités de défense, et elle a d'ailleurs donné des gages aux États-Unis en promettant de doubler le budget de la défense japonais, faire passer à 2% du PIB, et d'un autre côté, Trump est assez satisfait de ses déclarations, tout en prenant une distance par rapport à ces déclarations pour ne pas trop froisser les Chinois. Mais donc ça, c'est quand même un facteur important dans l'équation qui, à mon avis, va continuer d'influencer l'avenir des relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi les relations entre Taïwan et la Chine. Alors, je voudrais terminer avec
pas tellement le débat sur le budget de la défense, puisque finalement, et là c'est un des points de désaccord entre le camp vert et le camp bleu, c'est-à-dire le parti démocrate progressiste et le parti le Kuomintang, mais finalement ils ont trouvé un accord, et ça c'est intéressant parce que alors un accord qui porte pas sur 40, enfin qui n'avalise pas un budget sur 10 ans de 40 milliards, mais plutôt de 25 milliards, mais qui a été quand même soutenu par la majorité du Kuomintang par rapport à une minorité qui est beaucoup plus hostile à ce budget, mais aussi sous la pression des Américains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le rôle des Américains, que les Américains jouent dans le jeu politique taïwanais pour essayer de faire avancer la discussion et l'adoption du budget de la défense, notamment du budget spécial de la défense, qui a pour but évidemment de financer les armements américains qui sont déjà été approuvés, notamment à la fin de l'année dernière, en décembre dernier, et ceux qui devraient être approuvés dans les mois qui viennent, même si Trump a dit que il réservait sa décision, il attendait de voir comment les choses évolueraient avec la Chine. Je vais passer là-dessus. Évolution intéressante, mais quand même dans un contexte qui est devenu plus préoccupant pour Taïwan, et on voit depuis 2025 des opinions qui restent assez mobilisées autour de l'esprit de défense, mais avec quand même une modération sur un certain nombre de questions. Et là, je vais vous montrer. Alors ça c'est juste en passant, vous voyez quand même sur l'identité taïwanaise, à mon avis la majorité taïwanaise se sentent plus taïwanais que chinois, mais vous avez quand même une minorité, environ un tiers des Taïwanais continue de se déclarer à la fois chinois et taïwanais, ce qui montre que la société taïwanaise reste aussi culturellement chinoise. Et puis alors, ça c'est ce sont des sondages d'opinion qui sont organisés depuis une trentaine d'années sur les sentiments par rapport à l'avenir de Taïwan. Les choses n'ont pas beaucoup bougé autour de ces dernières années. Ce qu'on observe, c'est que si vous regardez ces trois types d'opinions, vous les ajoutez les uns aux autres et vous avez environ 80% des Taïwanais qui estiment qu'en fait, pour l'instant, la meilleure solution reste le statu quo, avec peut-être une évolution pour certains vers l'indépendance, une évolution pour certains vers une forme d'unification, mais à très long terme, mais pour la majorité, un statu quo indéfini. Alors, ce qu'on observe quand même depuis un an ou deux, et ça c'est lié aussi au retour de Trump au pouvoir, c'est une plus grande, donc un soutien au statu quo, mais aussi une inquiétude par rapport à l'avenir, et on voit une minorité qui s'accroît au cours des dernières années, qui estime, plus fataliste si vous voulez, qui estime qu'à terme, l'unification avec la Chine devra avoir lieu. Mais pour l'instant, on reste quand même dans les expectatives. Et ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce que les Taïwanais ont perçu cette visite de Zhang Liwen. On n'a pas encore de sondage complet sur la visite de Trump aux États-Unis, mais sur la visite de Zhang Liwen, ce qu'on observe, c'est quand même une augmentation du soutien à ce consensus de 92, qui présente bien des avantages, puisque ça permet de faire baisser la tension avec la Chine, sans pour autant régler la question politique qui oppose la Chine à Taïwan. Et donc, mais on voit que donc c'est pour ça que la majorité reste relative, comme les 46%, mais elle augmente quand même par rapport à auparavant. Mais quand même, et c'est quand même la conclusion de cette, à la fois de cette présentation de mon ouvrage, c'est que Taïwan reste sur une trajectoire quand même très différente de celle de la Chine populaire, et que personne à Taïwan n'envisage une véritable unification. C'est-à-dire que, pour dire autrement, personne à Taïwan n'imagine que la République de Chine, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel de la République de Chine, pourra se dissoudre et dans la République populaire et former, donc transformer Taïwan en région administrative de la Chine populaire. Comme vous voyez, l'opposition à cette formule un pays de système reste très très écrasante à Taïwan, et je vois mal celle-ci évoluer, parce que là on touche à une question qui est une question de souveraineté, et donc de l'existence de facto d'un État qui est peut-être mal reconnu, mais qui existe cependant.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est à la fois donc une synthèse de l'histoire, de l'économie, de la culture de Taïwan, mais aussi une analyse, si vous voulez, de la situation présente de Taïwan et à la fois des faiblesses, enfin des limites de la consolidation démocratique de Taïwan, liées à la fois à cette polarisation politique, mais une polarisation politique aussi alimentée par cette pression de la Chine populaire et donc qui conduit, qui est néfaste pour la démocratie taïwanaise. Ça n'empêche pas Taïwan de rester quand même une société très ouverte, très tolérante et pluraliste, et où dans l'ensemble l'État de droit continue de l'emporter. Donc une conclusion prudente, mais avec quand même cette épée de Damoclès qui reste cette menace et cette volonté irrédentiste de la Chine populaire qui peut-être aujourd'hui fait preuve, une Chine populaire qui fait preuve d'une plus grande patience stratégique, comme ils aiment le dire à Pékin, qu'auparavant, mais qui continue, à mon avis, de peser sur l'avenir de Taïwan à plus long terme. Je crois que je m'arrête ici. Merci de votre attention. Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons maintenant engager un débat. Qui souhaiterait intervenir, poser une question ou apporter des commentaires? Je sens que Madame de Vienne aurait bien envie de parler. Bon, j'aurais évidemment beaucoup de choses à dire en réaction à ce très intéressant exposé. Je voulais savoir si il traîne encore dans les cercles de réflexion taïwanais ce qui a traîné à un moment donné côté chinois, c'est-à-dire une solution à la soviétique avec on n'oublie pas qu'à l'époque de l'Union soviétique et la Biélorussie et l'Ukraine avaient un siège aux Nations Unies. Est-ce que cette solution, qui n'en est pas une, d'un siège de Taïwan en tant qu'entité spécifique de la République populaire du Chine, qui à ce moment-là deviendrait fédérale, continue d'être considérée? Si vous voulez, la grande différence, c'est que les Taïwanais ne s'identifient pas à la République populaire. Donc, il faudrait d'abord un accord politique qui consisterait à intégrer la République de Chine à la République populaire. Donc, ça paraît très, très improbable. La solution d'avenir pour Taïwan, parce que c'est ce qui s'est un peu esquissé à l'époque de Ma Ying-jeou, entre 2008 et 2016, c'est une forme de normalisation souterraine ou silencieuse, mais qui ne sera jamais complète. C'est-à-dire qu'au départ, les négociations de Pékin et de Taipei passaient par des associations, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais des associations qui sont privées officiellement, mais qui sont les représentantes des gouvernements Pékin et de Taipei. Vous avez d'un côté l'association pour les relations à travers le détroit, et puis la fondation pour les relations à travers le détroit. L'association chinoise de Pékin, elle représente le bureau des affaires de Taïwan, qui est un organe du gouvernement, et la fondation taïwanaise représente le Conseil des affaires continentales, qui est le ministère taïwanais, du gouvernement taïwanais, en charge des relations avec le continent. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, je vous fais remarquer que le Parti démocrate progressiste n'a jamais modifié le nom de ce ministère. À un moment, certains activistes ou politiciens verts voulaient fusionner la Commission d'affaires continentales, le Conseil d'affaires continentales avec le ministère des Affaires étrangères, et puis ça a toujours été repoussé parce qu'en fait, c'était un facteur de déstabilisation. Et je pense que les Américains aussi auraient fait des objections à une telle évolution. Et progressivement, à l'époque de Ma Ying-jeou, certains ministères des deux gouvernements, de Pékin et de Taipei, ont commencé à avoir des relations directes. Évidemment, ce n'était pas des relations directes entre la République populaire et la République de Chine, mais c'était de fait des relations entre deux États, entre deux administrations, deux ministères de deux États qui ne se reconnaissent pas.
mais par exemple le ministère de l'Éducation, le ministère du Commerce, et le ministère de l'Agriculture aussi, de ces deux entités politiques, parce qu'elles ne se reconnaissent pas, ont eu des relations directes. Donc c'est une espèce de normalisation silencieuse. Je vois mal comment Pékin pourrait accepter que Taïwan ait un siège à l'ONU, même en cas de retour du Kuomintang au pouvoir. Alors, ça n'empêche pas. Alors, si Kuomintang revient au pouvoir, ce qui est vrai, c'est que Taïwan peut participer à un certain nombre d'organisations liées à l'ONU de manière informelle, notamment avec un statut particulier. C'était le cas notamment à l'Organisation mondiale de la santé. À l'assemblée de cette organisation, la Taïwan était représentée avec le statut d'observateur, mais donc pas en tant qu'État en tant que tel. Donc voilà un petit peu l'ambiguïté qui pourrait avancer. Mais la condition, et c'est pour ça qu'après 2016, quand le DPP est revenu au pouvoir, c'est plus été possible, parce que la condition pour que Taïwan soit représenté de cette manière ad hoc, si vous voulez, un certain nombre d'organisations internationales, la condition, c'était l'adhésion du gouvernement taïwanais au principe de la Chine unique. Donc on en revient toujours à ce fameux consensus de 92. Ouais, donc c'est pour ça que la formule soviétique ne me paraît pas adaptable. Une autre intervention, une autre question? Je vous en prie. Oui, merci d'abord de cette présentation. Et vous n'avez pas évoqué le rôle des triades, et qui, je crois, œuvrent plutôt au service de la Chine continentale. Est-ce que c'est une réelle puissance ou non? Enfin, voilà. Alors, oui, vous verrez, il y a une section sur les triades dans mon ouvrage, enfin, pas très long parce que c'est un ouvrage de synthèse, hein. Le principe c'est 200 pages, mais justement, j'ai en quelques lignes, enfin, 2 pages ou 3 pages, évoqué le rôle des triades, notamment le rôle politique, parce que certaines, pas toutes les triades, mais certaines triades sont liées à la Chine, et ont même constitué, il y a un chef de triade de Taichung qui a constitué un parti favorable, un parti politique favorable à l'unification avec la Chine. Mais bon, c'est un parti qui ne représente personne. Ce qui est certain, c'est que ce chef de triade a passé de nombreuses années en Chine populaire, parce qu'en fait, il était en délicatesse avec la justice de Taïwan, donc s'est réfugié une quinzaine d'années en Chine populaire, et est revenu par la suite. Alors, non, c'est une réalité, hein, les triades à Taïwan. Leur influence est quand même en perte de vitesse, mais elle n'a pas complètement disparu, parce que les triades ont aussi des liens souvent à l'échelon local avec certains hommes politiques, personnes politiques, notamment du Kuomintang, et parfois aussi du Parti démocrate progressiste, mais surtout avec le Kuomintang. Maintenant, il ne faut pas exagérer leur rôle politique. Je ne pense pas que c'est eux qui détermineront l'avenir de Taïwan sur le plan politique. Merci. En tout cas, si vous voulez, il y a une section sur ces triades dans mon ouvrage. D'autres interventions? Général Lang. Oui, je vais poser évidemment une question sur les forces armées taïwanaises. Quelle est leur valeur? Ont-elles un rôle politique? Quel est leur lien profond avec l'armée américaine? Et au total, joueront-elles un rôle dans le processus de réunification ou pas? Deuxième question, si vous permettez. Il a semblé, d'après ce qu'on lit dans la presse, que M. Xi Jinping n'envisage pas clairement une opération militaire et qu'il devient adepte de Sun Tzu, qui a toujours dit que la meilleure façon d'avoir la victoire, c'était de ne pas combattre. Ouais. Est-ce qu'il en a les moyens, ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse de son armée populaire? Merci, Général, pour toutes ces questions. Non, qui sont très importantes. Alors, je les évoque évidemment dans cet ouvrage, mais de manière très synthétique, parce que je renvoie à l'ouvrage précédent dont j'ai présenté la couverture dans ces slides, notamment la version anglaise qui est plus récente, qui a été publiée après le début de la guerre en Ukraine. Donc, à mon avis, le facteur ukrainien joue un rôle dans la prise de conscience de la société taïwanaise à la menace militaire à laquelle elle fait face. L'armée taïwanaise est une armée de conscription, et la conscription de 1 an a été rétablie par Madame Tsai, mais c'est aussi une armée d'engagés, principalement.
et qui est évidemment beaucoup plus modeste que l'armée chinoise, parce qu'ils ont 170 000 soldats et officiers contre 2 millions de l'autre côté. Donc 400 000 seraient déployés dans le contexte taïwanais, donc il y a une inégalité, ce qui contraint les Taïwanais à mettre en place une forme de dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire de faire comprendre à l'ennemi qu'une opération militaire contre Taïwan aurait un coût qui serait prohibitif, ou en tout cas trop élevé pour le gain obtenu. C'est ça le principe de la dissuasion même conventionnelle, puisque Taïwan n'a pas d'arme atomique, mais et avec une volonté aussi depuis plusieurs années, notamment depuis depuis le début de la présidence de Lai Ching-te, de mettre en place une meilleure défense civile. Vous avez des initiatives d'ailleurs de la société civile elle-même qui a consisté à renforcer cet effort de défense civile avec par exemple une organisation qui s'appelle la Kuma Academy, qui a pour but d'entraîner les volontaires à une forme de protection civile en cas à la fois de catastrophes naturelles, mais aussi de crise militaire dans le détroit de Taïwan. Alors, l'armée taïwanaise est une armée assez fermée, et donc le ministère de la Défense a refusé de coopérer avec ces initiatives. Et en fait, c'est le ministère de l'Intérieur à Taïwan qui coopère avec la société civile pour mieux préparer la société à une éventuelle crise militaire. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, la relation avec les États-Unis est extrêmement étroite. Alors, j'ai évoqué, je suis dans les slides, mais vous avez chaque année 4 000 ou 5 000 personnels du Pentagone qui se rendent à Taïwan. Une très forte, très étroite coopération dans l'entraînement des Taïwanais, notamment des pilotes qui sont entraînés aux États-Unis, et la formation aussi à l'utilisation des matériels militaires américains. Donc vous avez beaucoup de conseillers militaires américains sur place. Et alors, à titre dissuasif, ça c'est intéressant parce que c'est assez symbolique, mais les Américains ont quand même déployé à la fois des forces spéciales et des marines sur les îles extérieures de Taïwan, y compris les îles de Kinmen, qui se trouvent à proximité du Fujian. Et ça, c'est volontairement, ça a été rendu public, à mon avis, volontairement, afin d'envoyer un signal à Pékin, si Pékin, pour volonté d'annexer par exemple l'île de Kinmen, qui se trouve à 6 km des côtes du Fujian, eh bien, il serait obligé d'affronter les militaires américains. Et ça, je ne pense pas que Xi Jinping ait envie d'entrer dans une guerre directe avec les États-Unis, donc il y a un but dissuasif. Maintenant, attendez, vous avez votre question. Oui. À savoir, moi j'ai toujours pensé que Xi Jinping voulait se cantonner aux zones grises, c'est-à-dire voulait vraiment à la fois entraîner l'APL, l'Armée populaire de libération, à organiser des incursions autour de Taïwan, à la fois l'armée de l'air et la marine, mais sans pour autant dépasser le seuil de la guerre, c'est-à-dire mener des opérations qui ne provoquent pas une réaction militaire de l'autre côté. C'est ça les zones grises. Et je pense que les Chinois sont restés dans cette perspective et que jamais ils ont envisagé véritablement une opération militaire, une guerre contre Taïwan. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée populaire de libération aurait les moyens d'imposer un blocus autour de Taïwan. La question, c'est de savoir si le blocus est complet, naval et aérien, je pense, a priori, et combien de temps il peut être tenu, et combien de temps Taïwan peut tenir. Alors, on pense que Taïwan peut tenir en fait plus ou moins un an, en dépit des restrictions, notamment en dépit de la dépendance extérieure sur le plan énergétique de Taïwan, qui est très forte, notamment pour ce qui concerne le gaz naturel et le pétrole. Mais le problème, c'est évidemment la question, c'est vraiment savoir si les États-Unis resteraient en dehors, complètement à l'extérieur de cette opération, ou interviendraient d'une manière ou d'une autre pour mettre fin au blocus. Alors, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, et peut-être encore dans les 10 années qui viennent, l'armée populaire de libération n'a pas les moyens de lancer vraiment une opération de débarquement sur Taïwan. C'est trop compliqué, trop risqué sur le plan humain et matériel pour que la Chine puisse vraiment s'avancer, enfin, l'armée chinoise puisse se lancer dans une telle aventure. Et donc, je pense que ce serait plutôt, c'est pour ça qu'on pense que le cas le plus probable, ce serait un blocus plutôt qu'un. Mais pour l'instant, et ça, c'est devenu beaucoup plus net depuis la rencontre Xi Jinping-Trump, c'est qu'en fait, la Chine a décidé de faire preuve d'une plus grande
patience stratégique. Mais j'ajouterais alors un argument que j'ai assez peu développé dans l'ouvrage à l'époque, en 21 et en 23, mais qui m'a paru beaucoup plus important récemment, et notamment à la lumière de la visite de Mme Zhang Liwen en Chine, donc la présidente du Kuomintang en Chine. Pourquoi la Chine lancerait une opération militaire contre une société où le Kuomintang, ou l'opposition, donc avec laquelle le Parti communiste est en relation, occupe plus ou moins la majorité des sièges au Parlement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous avez la moitié des Taïwanais qui sont plutôt dans le camp bleu, donc favorables au principe de la Chine unique, et une relation détendue avec la Chine, mais pas pour autant favorable à l'unification, évidemment. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de lancer une opération militaire? Donc en fait, la stratégie de Pékin, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais parce que ce n'est pas vraiment le sujet de mon livre, mais j'en parle aussi parce que ça quand même affecte la société taïwanaise, c'est d'influencer les esprits à Taïwan et de, parallèlement aux opérations d'intimidation militaire, de mener une stratégie qu'on appelle en Chine la stratégie du front uni, c'est-à-dire de gagner progressivement les segments les plus importants de la société taïwanaise, notamment les milieux d'affaires, la jeunesse. Alors jusqu'à maintenant, cette stratégie du front uni n'a pas beaucoup eu de succès, mais on voit bien, à l'issue de la visite de Zhang Liwen, le gouvernement chinois a pris un certain nombre de mesures destinées à relancer, par exemple, le tourisme chinois à Taïwan. Alors que jusqu'à maintenant, pour punir, si vous voulez, le Parti démocrate progressiste, il avait vraiment mis beaucoup d'obstacles à la reprise du tourisme chinois à Taïwan, qui est une source de revenus, mais aussi une manière de satisfaire le camp du Kuomintang à Taïwan. Donc cette stratégie du Front Uni, à mon avis, reste la priorité de Pékin et de Xi Jinping. Alors, est-ce qu'elle va réussir? Jusqu'à maintenant, elle n'a pas montré un grand succès. C'est-à-dire que les Taïwanais, d'abord les hommes d'affaires taïwanais sont quand même beaucoup moins nombreux à vivre ou à travailler en Chine continentale. Les investissements taïwanais se sont déplacés vers d'autres régions en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, ou même aux États-Unis. Et le commerce, les échanges entre la Chine et Taïwan aussi restent importants, mais moins qu'auparavant, puisque maintenant, Taïwan exporte vers la Chine 27% de ses exportations, contre 44% il y a 5-6 ans, et que maintenant les exportations vers les États-Unis, les exportations taïwanaises vers les États-Unis dépassent les exportations taïwanaises vers la Chine. Donc vous voyez une réorientation vers les États-Unis, à telle enseigne que Trump se plaint maintenant de l'excédent taïwanais qui dépasse 150 milliards, qui a dépassé 150 milliards de dollars l'an dernier, et justement on voudrait punir les Taïwanais parce que de cet excédent, mais en les contraignant à investir encore plus aux États-Unis et déplacer une partie, notamment de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, ce qui est déjà le cas, mais dans une plus large mesure. Donc je pense que cette stratégie du Front Uni reste la priorité, donc, tout en sachant que, en fait, les gens réalistes en Chine savent très bien qu'une réunification telle qu'on l'entend, enfin, telle qu'elle a été mise en œuvre à Hong Kong et à Macao, est impossible dans le cas taïwanais, parce que vous avez un État qui est de fait, qui a tous les attributs d'un État, et qui a peu de chances de se dissoudre dans la République populaire. Donc, il faudra trouver une autre formule. Alors, non, juste une chose, parce que vous m'avez fait penser avec qui Taïwan donc tous les attributs d'un État, y compris les forces armées, c'est que Deng Xiaoping, au début des années 80, lorsqu'il a commencé à lancer cette politique de réunification pacifique, en 79-80, a dit, après la réunification, Taïwan pourra conserver ses forces armées. Si ces forces armées ne menacent pas la Chine populaire. Mais, donc c'est une unification quand même un peu pro forma, non sui generis, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas une unification où deux entités conservent leurs forces armées. Donc c'est une unification qui est assez particulière en fait. Donc, alors, est-ce qu'aujourd'hui Xi Jinping serait capable ou serait disposé à faire les mêmes promesses? Ça c'est une autre question. Peut-être pas. Si vous me le permettez, j'aurais de mon côté 4 questions à vous poser. La première concerne la figure de Koxinga et, disons, les différentes dimensions de ce personnage. Il y a d'abord
le fait qu'il ait une ascendance japonaise, qu'il était le représentant de la résistance des Ming face aux Qing, et puis également, enfin, c'est une expérience que j'ai eue en visitant le Fujian, c'est que on sent qu'au Fujian, il y a une sympathie en profondeur pour les Taïwanais. Enfin, on en parle plus librement que dans d'autres provinces. Au fond, quelle est l'importance de cette figure de Koxinga dans un projet qui pourrait aboutir à une indépendance ou à une forme de relation très distendue entre les deux États? C'est ça la question. Oui, Koxinga, non, c'est un personnage important dans l'histoire de Taïwan, puis ça avait été, il avait été aussi utilisé par Chiang Kai-shek comme précédent, en disant, bon, alors il avait échoué, mais Chiang Kai-shek espérait réussir là où Koxinga avait échoué dans le rétablissement de la dynastie des Ming, et dans le rétablissement de la République de Chine, du régime de la République de Chine de Nankin sur le continent. Alors, la relation avec Futian, d'abord, elle est linguistique. Hein. Je ne l'ai pas indiqué, mais enfin, c'est dans mon livre, vous verrez. C'est pour ceux qui ne sont pas familiers de Taïwan, la langue principale à Taïwan, c'est ce qu'on appelle le taïwanais. En fait, c'est la langue du sud du Futian, le Hokkien ou le Minanhua, qui est parlé par toute la région de Xiamen. Pas Fuzhou, mais à partir du milieu, si vous voulez, la partie occidentale du Futian, parle la même langue qu'à Taïwan. Il y a une communauté linguistique qui est importante. Donc ça c'est certain. Mais alors Koxinga, oui, est évoqué en Chine, mais c'est la position la Chine par rapport à Koxinga est quand même relativement ambiguë, parce que effectivement la dynastie des Ming est une dynastie chinoise par rapport aux Mandchous, mais en même temps c'est les Mandchous qui ont permis l'intégration de Taïwan à la Chine. D'une certaine manière, c'est Koxinga qui l'a préparé en sinisant Taïwan, oui, en expulsant les Néerlandais, les Hollandais, mais je pense pas que... Parce qu'en fait, historiquement, comme j'ai indiqué, l'amiral Chelang et la cour, donc c'était à l'époque de Kangxi, la cour mandchoue à Pékin avait décidé de prendre le contrôle de Taïwan, précisément pour mettre fin à cette... au régime de Koxinga, qui est considéré comme une menace à la dynastie manchoue. Donc, c'est ce qui a conduit à l'annexion de Taïwan. Donc, la position, à mon avis, en Chine est assez ambiguë. Alors, la deuxième question concerne l'avenir économique de Taïwan. Et notamment autour des relations avec à la fois la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas dans un processus qui aboutirait à affaiblir la puissance économique de Taïwan, dans la mesure où les liens économiques se distendent avec la Chine continentale, et puis d'autre part, où les États-Unis ont tendance à devenir de plus en plus exigeants vis-à-vis de Taïwan, en faisant payer de plus en plus cher leur aide, avec notamment les taxes du président Trump, et puis l'obligation, par exemple, de TSMC à venir investir au Texas. Enfin, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une inquiétude pour l'avenir autour d'un modèle qui jusqu'ici a quand même très bien marché, si on le compare à ses voisins, hein, même par rapport à la Corée du Sud, on voit que la performance de Taïwan dans les dernières années a été plutôt meilleure. Hein. Voilà. Donc c'est un peu la deuxième question à laquelle je souhaiterais que vous puissiez répondre. Oui, c'est vrai que Taïwan fait face à quand même des difficultés sur le plan économique qui sont liées, bon, justement, c'est une structure économique qui est assez duale. Vous avez ces secteurs qui sont, j'ai invoqué, là, notamment les semi-conducteurs qui sont des secteurs de pointe, mais dont le succès est en partie lié évidemment à l'économie américaine, mais aussi à l'économie chinoise. C'est que TSMC a aussi des usines en Chine. Alors, les usines de TSMC en Chine ne produisent pas les semi-conducteurs les plus sophistiqués, parce depuis l'administration Biden, il y a une espèce d'alliance qui s'est formée entre Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis
pour limiter les transferts de technologie, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, vers la Chine populaire. Alors, il faut ajouter à cela, depuis le retour du Parti démocrate progressiste au pouvoir en 2016, une volonté de diversifier les relations économiques de Taïwan et de réduire la dépendance économique à l'égard du continent. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons Il y a la question des relations avec l'Inde, par exemple. Oui. Alors, Taïwan a essayé de développer les relations avec tous les autres pays d'Asie. Alors, il y a des relations qui ont pas mal marché, qui sont vraiment connu un véritable essor, notamment avec l'Asie du Sud-Est, parce que en fait, Taïwan était déjà présent en Asie du Sud-Est depuis de nombreuses années. C'était plus facile pour les Taïwanais d'investir et développer les échanges avec la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, ou les Philippines, ou même avec le Japon et la Corée, parce que ce sont Taïwan pendant longtemps était un sous-traitant du Japon avant de devenir, de commencer par être un bon élève avant de devenir un maître. Et en revanche, avec l'Asie du Sud, ça a été beaucoup moins probant. Hein. C'était quand même beaucoup plus limité. L'Inde, pour des tas de raisons, les Taïwanais ont moins réussi. Mais là où ils ont le plus réussi, alors c'est en partie tiré par Biden puis après par Trump, c'est aux États-Unis. Aussi tiré par une communauté taïwano-américaine, dont le meilleur exemple est quelqu'un qui s'appelle Jesse Huang, qui est le patron de Nvidia, qui est un Taïwanais en fait. Qui est américain maintenant. Là, c'est une complicité autour de la Silicon Valley, entre Taïwan et la Silicon Valley, qui remonte aux années 90, qui est pas récente. Mais ça pose une autre question qui est sécuritaire, qui est ce qu'on appelait longtemps en anglais on appelle toujours le Silicon Shield, le bouclier de silicium en français. Et c'est vrai que si Taïwan transfère toute son activité économique aux États-Unis ou même au Japon, à Kumamoto où TSMC investit, ou à Dresde, parce qu'il y a un investissement de TSMC à Dresde qui est en train de se réaliser en Allemagne, ça pourrait justement affaiblir ce bouclier silicone et rendre Taïwan beaucoup moins intéressant sur le plan économique. Ce qu'on peut dire, c'est que les patrons de TSMC veulent maintenir, et ça c'est vraiment une volonté industrielle de l'entreprise, le cœur de leur activité économique à Taïwan. Et surtout autour de Hsinchu, où vous avez vraiment un triangle extrêmement productif, extrêmement efficace entre recherche-développement, conception et exportation. Et ça, ils ne veulent pas le perdre. Et justement, c'est des négociations, un achoppement de la négociation avec les Américains, c'est-à-dire la limite qu'ils ne veulent pas dépasser, en dépit de l'ampleur des investissements réalisés, 40 milliards, et promis environ encore 120 milliards supplémentaires, donc pour une enveloppe totale de 160 milliards d'investissements. Alors je ne sais pas s'ils vont tous être réalisés, mais c'est ce qu'en tout cas les Taïwanais ont promis pour justement bénéficier à l'administration de Trump d'une réduction des droits de douane et d'un alignement des droits de douane américains aux produits d'exportation taïwanais sur les produits d'exportation japonais, coréens, c'est-à-dire à 15%, qui est le taux qui a été imposé aussi à l'Union européenne. Donc c'est le taux pour les amis, si je puis dire. Alors qu'avec la Chine, c'est quand même 47% aujourd'hui. Alors, il y a une troisième question qui est plus facile à circonscrire, c'est le problème de la démographie. Parce que Taïwan a quand même un des taux de fécondité les plus faibles du monde, même si la Corée, Hong Kong sont encore plus bas. Et si la Chine aussi s'enfonce de plus en plus vers une fécondité négative, est-ce que tout ça n'est pas une préoccupation aussi pour l'avenir de Taïwan? Et est-ce qu'il y a des efforts, une politique pour inverser la tendance? Oui. Welcome to the club. Hein. Bienvenue dans le club des pays. Taïwan est en fait, pas le premier, celui qui a montré la voie en Asie orientale, c'est le Japon. C'est clairement le Japon. Taïwan, la Corée du Sud, Hong Kong ont suivi. Aujourd'hui, la Chine fait partie de ce club des pays dont la population diminue. Hein. Donc il y a un vrai problème. J'en parle dans mon ouvrage aussi de manière assez rapide. Alors c'est compensé à Taïwan par une immigration, de main-d'œuvre en provenance de l'Asie du Sud-Est, notamment, ça a commencé par la Thaïlande, le Vietnam, mais aussi les Philippines, Indonésie maintenant.
une immigration d'environ sur 23 millions, vous avez 1 million de travailleurs immigrés comme à Taïwan. Ça fait quand même, c'est ce qu'on appelle la quatrième communauté humaine à Taïwan, qui compense cette chute de la démographie. Mais alors, oui, il y a des politiques natalistes, il y a des aides aux parents qui ont des enfants, mais c'est, comme on le sait, hein, ces politiques natalistes ont un effet extrêmement modeste sur le taux de natalité. Je peux ajouter, alors c'est pas lié à la chute du taux de natalité, mais quand même, la société taïwanaise, j'ai une petite section là-dessus aussi, c'est une société où en Asie, l'égalité entre les hommes et les femmes est quand même beaucoup plus respectée que dans le reste de l'Asie, notamment en Corée ou au Japon. Et là, ça n'a pas une relation directe avec la chute du taux de natalité, c'est plutôt une réalité sociologique et humaine qui a longtemps, qui est aujourd'hui met Taïwan quand même, y compris sur le plan politique, dans la catégorie des pays les plus évolués en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez je pense qu'au Parlement taïwanais, il y a plus de femmes qu'au Parlement français en proportion, de l'ordre de 40 à 45%. Donc, Taïwan a une présidente femme, et peut-être on en aura une autre si Zhang Liwen est élu présidente ou quelqu'un d'autre du parti Kuomintang. Alors la dernière question concerne le système diplomatique de Taïwan. Au début, enfin, dans les années 50-60, la République de Chine avait un réseau de relations internationales développé. Enfin, le cas de l'Afrique est révélateur, mais aujourd'hui, quelles sont les puissances qui, en dehors des États-Unis, peuvent aider à la diplomatie de Taïwan? Enfin, quels sont ses véritables alliés? Oui, alors Taïwan, comme je l'ai dit au début, c'est un État mal reconnu. Et aujourd'hui, les alliés diplomatiques de Taïwan se comptent sur les doigts d'une main, enfin un peu plus. Ils sont 12, ils sont exactement 12. Taïwan a des relations diplomatiques avec 12 États, y compris le Vatican, y compris des petits États comme le Eswatini en Afrique, ou moins petits comme le Paraguay en Amérique latine. Mais en fait, c'est pas là que se joue la diplomatie taïwanaise. Alors Taïwan, évidemment, elle est très attachée à ces relations officielles parce que ça contribue à faire de Taïwan un État sur la carte du monde. Mais c'est un peu marginal. Et puis, j'évoque justement la possibilité, enfin, le risque pour Taïwan de perdre tous ses alliés. Mais est-ce que pour autant l'État taïwanais va disparaître? La réponse est non. Parce que les relations substantielles qu'entretient Taïwan avec tous les pays qui comptent, c'est là que se joue la diplomatie. Alors, évidemment, ce ne sont pas des ambassades. Taïwan est représenté par des bureaux de représentation économique et culturelle de Taipei, d'ailleurs. C'est la formule qui est en général acceptée, c'est le cas en France et qu'aux États-Unis, c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais ces relations sont quand même très substantielles. Et ce sont des ambassades de fait. De même, la France est représentée, comme les États-Unis, par un bureau de français à Taipei, qui joue le rôle d'une ambassade. La même chose pour l'Union européenne. Et, parmi les pays qui comptent à Taipei, vous avez les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée, enfin, l'Australie, enfin tous les pays. Et ces bureaux de représentation, vraiment, jouent le rôle d'ambassade. Et alors, juste un détail qui est intéressant, c'est que, en fait, dans beaucoup de ces pays, les diplomates taïwanais jouissent plus ou moins des mêmes avantages et des mêmes privilèges diplomatiques que les vrais diplomates. Ça se fait assez discrètement, mais ils jouissent des mêmes avantages en général. Donc, c'est là qu'on reconnaît la substance des relations qu'on peut avoir avec Taïwan. C'est la réalité, parce qu'il ne faut pas évidemment entrer en contradiction avec la politique, notre politique et la politique de la Chine unique, qui n'est pas le principe de la Chine unique, mais la politique de la Chine unique, des relations avec la Chine populaire. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Deux interventions. Alors, allez-y. Moi, j'aurais plusieurs questions à vous poser. D'abord, le rôle des chrétiens à Taïwan actuellement. Deuxièmement, est-ce que Taïwan a pensé un jour avoir la bombe atomique? Et pourquoi Taïwan n'achète pas du matériel militaire hors les États-Unis? Pour ne pas déplaire aux États-Unis. Mais il y a d'autres pays qui seraient sûrement très heureux de lui vendre du matériel militaire. Il n'y a pas que les États-Unis qui produisent des avions, des chars, etc.
Chrétien, oui, j'en parle. Les Litangwais étaient justement presbytériens. Et là, il y a un parallèle avec la Corée du Sud qui est évident, c'est dans la démocratisation de Taïwan, le rôle des églises chrétiennes, et notamment de l'église presbytérienne à laquelle appartenaient les Litangwais et d'autres, et beaucoup de militants politiques, notamment du Parti démocrate progressiste. Donc le rôle des églises chrétiennes est important. Alors c'est quand même des églises qui sont minoritaires hein, dans la société taïwanaise. Hein. C'est pas un peu comme dans la société chinoise, les chrétiens se constituent une minorité, mais parmi les élites, elles sont, ces églises sont, je dirais, surreprésentées. Et ça, c'est une réalité qui est intéressante à noter. J'en parle aussi dans mon ouvrage, mais bon, forcément de manière un peu synthétique. Mais... Deuxième question. Oui, la bombe atomique, j'ai pas eu le temps d'en parler dans ma présentation, mais 2 fois, en fait, Chiang Ching-kuo, le fils de Chiang Kai-shek, a cherché à doter Taïwan de l'arme atomique pour des raisons de sécurité, sachant que la Chine, que progressivement le rapport des forces militaires tournerait en défaveur de Taïwan et que c'était le meilleur moyen de garantir la survie de Taïwan. Mais par 2 fois, les Américains l'ont arrêté en chemin et ont démantelé ce programme. Et parfois de manière avec l'aide de la CIA, franchement. Donc ça c'était... donc aujourd'hui, la seule dissuasion que peut mettre en place Taïwan, c'est une dissuasion conventionnelle, en espérant que celle-ci soit aussi efficace que la dissuasion nucléaire. Troisième question, c'était... J'ai oublié votre... Ah oui, oui. Là, bon, j'ai suivi les aventures de la France dans ce domaine parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des grands contrats qu'on a signés avec Taïwan au début des années 90, notamment les vedettes, pas les vedettes, les frégates Lafayette, puis après les Mirage, 60 Mirage 2000, 6 frégates Lafayette, puis 60 Mirage 2000, qui nous ont mis en difficulté avec la Chine. Bon, c'était dans l'après-Tiananmen, donc il y avait une fenêtre d'opportunité, c'est un moment où Taïwan et l'argent avaient cherché justement à diversifier les approvisionnements en matériel militaire. Mais très rapidement, la pression des milieux d'affaires français sur le gouvernement à l'époque de Balladur est devenue trop forte et a contraint Paris à négocier avec Pékin un accord comme quoi, et une promesse, en fait, un engagement qu'a pris Paris à l'égard du gouvernement chinois de ne plus participer à l'armement de Taïwan. Ça a été négocié au début, fin 93, début 94, et depuis, en fait, la Chine est extrêmement veille au grain et essaye est parvenu jusqu'à maintenant à empêcher tout autre fournisseur que les Américains à fournir livrer des armes à Taïwan. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas des choses un peu sous l'écran radar, des équipements de type dual. Je pense que parce qu'il y a eu récemment un foire de matériel de sécurité à Taïwan, et je pense que les Français, mais aussi les Allemands et d'autres pays fournissent un certain nombre de matériel à Taïwan, mais pas du matériel létal, si vous voulez. Donc, parce que les Chinois réagiraient immédiatement et prendraient des sanctions. Et donc, les autres pays ne veulent pas s'exposer à de telles situations. Donc, ça paraît très difficile aujourd'hui de vendre ouvertement des armes à Taïwan. Seuls les Américains sont dans cette situation, et on voit bien maintenant comment Xi Jinping essaie de mettre la pression sur Trump pour qu'il limite les livraisons d'armement à Taïwan. Ce qu'il ne fera probablement pas, mais enfin, c'est dans la balance, parce que, comme vous le savez, Xi Jinping doit aller aux États-Unis en septembre, donc si Trump annonce un gros volume, un gros contrat d'armement à Taïwan avant septembre, ça pourrait compromettre la visite de Xi Jinping aux États-Unis. Donc, on en est là, donc ça devient plus compliqué. Taïwan est très favorable à l'Ukraine, mais a des relations, je dirais, substantielles avec l'Ukraine, et apprend auprès de l'Ukraine, notamment en matière de drones. Mais je ne connais pas, alors peut-être que je ne connais pas de coopération militaire visible entre la Taïwan et l'Ukraine. Il y a un autre domaine avec lequel on coopère avec Taïwan, c'est dans le domaine de la cybersécurité. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de pays occidentaux qui coopèrent avec Taïwan dans ce domaine. À la fois pour fournir une compétence, mais aussi pour recevoir, parce que Taïwan a acquis une compétence importante en matière de cybersécurité qu'elle parfois partage avec un certain nombre de pays européens. Je pense à la République tchèque, une coopération dans ce domaine avec Taïwan ou d'autres pays. Ça, c'est un domaine où on peut avancer encore avec Taïwan.
Briand-Ponsard. Oui, de nouveau. Vous avez parlé au début donc de la population d'origine mélanésienne et j'aimerais savoir, enfin, j'ai cru comprendre qu'elle avait été longtemps méprisée et soumise quand même à un certain nombre de brimades et que depuis quelque temps, elle avait de nouveau il y avait des associations, il y avait une reprise en main de cette population et une sorte de réhabilitation progressive de cette population, qui est très minoritaire, je crois que c'est 4 ou 5% de la population. Et qu'est-ce que vous en savez de cette situation de cette population? En fait, c'est 2,5%, c'est un peu moins de 3% de la population actuelle. Mais c'est vrai que ce sont les habitants originels de l'île. Et en fait, la fin des discriminations et de cette marginalisation, elle s'est opérée à la faveur de la démocratisation au début des années 90. C'est là où on a changé le terme pour les qualifier, on est passé au terme de Yuan Juming, c'est-à-dire les premiers habitants de l'île. Alors qu'avant, on les appelait habitants des montagnes. Enfin, toutes les appellations étaient assez péjoratives, en fait. Et depuis, ils sont représentés. Alors, ils ont 6 sièges au Parlement, qui sont vraiment, donc 3 pour les Austronésiens des montagnes, 3 pour ceux des plaines. Et alors, le paradoxe, c'est qu'ils ne votent pas tellement pour le Parti démocrate progressiste. Ils sont plutôt assez conservateurs, alors souvent chrétiens d'ailleurs. Il y a une forte minorité catholique parmi les Austronésiens. Et donc, ils sont plutôt conservateurs et plutôt Kuomintang. Alors, l'autre paradoxe, c'est que le Parti démocrate progressiste a mis en avant cette identité austronésienne pour essayer de démontrer que Taïwan est une société multi-ethnique. Il y a des Chinois, il y a des Austronésiens, il y a des gens qui ont d'origine de l'Asie du Sud-Est, des travailleurs immigrés, et puis aussi des gens qui ont des attaches au Japon ou ailleurs en Asie. Alors c'est un discours très politique. J'étais encore hier avec un jeune diplomate taïwanais qui m'expliquait justement que Taïwan est une société pluriethnique, quoi. Alors qu'en fait, les Chinois, c'est 98% de la population. Enfin, ce qu'on appelle les Han, c'est 90%. Ils sont tous Chinois. Et évidemment, donc là, c'est cette ambiguïté entre une identité culturelle chinoise, une identité politique qui est devenue taïwanaise. Et pour essayer de taïwaniser encore plus la société taïwanaise, le Parti démocrate progressiste a beaucoup insisté, beaucoup mis en valeur, de manière, à mon sens, un peu exagérée, l'importance des Austronésiens. Donc il faut se méfier parce que c'est devenu très politique. Et je me rappelle, après l'arrivée de Chen Shui-bian au pouvoir, y compris le bureau de représentation de Taïwan à Paris, une semaine sur 2, il y avait quelque chose sur les Austronésiens. Une exposition, c'est 2% de la population. C'est vrai que c'est le passé de l'île. Et puis il y a même un discours nativiste qui va plus loin, qui dit, nous, on n'est pas vraiment chinois parce qu'on s'est mélangé avec les Austronésiens, donc on est d'une race différente. Donc ça, c'est un discours qui est un peu inquiétant quand même sur le plan politique. Mais bon. Donc ça s'est été poussé un peu trop loin, à mon sens. Mais bon, c'est une réalité de Taïwan. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'études ethnographiques sur les Austronésiens. Et un des enjeux, et ça c'est aussi, là il faut rendre hommage à Mme Tsai Ing-wen et aux autres responsables politiques taïwanais, c'est qu'il y a quand même une volonté de préserver les langues austronésiennes. Il y a déjà un certain nombre de langues austronésiennes qui ont disparu, parce qu'elles ne sont plus pratiquées. Et il y a quand même eu un effort énorme sur le maintien de ces langues, leur préservation, leur protection, et la préservation du patrimoine linguistique qui était extrêmement riche et très intéressant aussi pour la raison que vous indiquez, ces relations avec cette énorme mosaïque des langues austronésiennes dans le Pacifique et même dans l'océan Indien. Voilà. Si vous en êtes d'accord, nous allons nous déplacer dans la salle à côté et je vous invite bien volontiers à faire l'acquisition pour une somme modeste d'un livre fort intéressant comme l'a révélé notre entretien d'aujourd'hui. Merci à tous.
J'étais contente de le voir joyeux.